Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Loire-Atlantique. Et ce soir, l'actualité, bien sûr, c'est le oui à la consultation sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais il n'en sera pas question ce soir, quoique. Avec Lucie, notre chroniqueuse conso de l'association CLCV, Consommation Logement Cadre de Vie, on va faire le point sur vos droits en matière de transport aérien. Voyez le rapport. Elle va vous dire ce que vous pouvez faire si jamais votre avion a du retard ou si jamais on perd vos bagages. Ça peut être utile à quelques jours, quelques semaines des départs en vacances. Mais d'abord, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui que je voulais vous présenter, mais vous le connaissez sans doute déjà. Il a participé à un dîner de cons, il a été le DJ de la Boom, il a fait sa diva. Bref, je ne vous fais pas la totale car c'est en tout 400 films dont il a signé la musique. Aujourd'hui, oui, j'ai rencontré Vladimir Cosma. Il était de passage à Nantes pour faire la promo d'un concert que vous pourrez voir en février 2017 au Zénith de Nantes Métropole. Je vous en dis plus sur les aspects techniques pratiques après la rencontre qui a eu lieu cet après-midi au 1 sur les bords de Loire. C'est parti, téléportation. Nous sommes avec Vladimir Cosma. Bonjour. Bonjour Annelise. Merci beaucoup d'être avec nous sous cette cabane en bord de Loire. On ne va pas déjeuner ensemble, mais presque. On passe à table ensemble, en tout cas. On est raccord en plus aujourd'hui, vous avez remarqué? Absolument, absolument. Voilà. On est habillés pareil. On ne mange pas ensemble, mais j'ai très très bien mangé une anguille superbe. Voilà, une bonne superbe. anguille Voilà. de la Loire. Non, peut-être pas quand même, on n'est pas sûr. C'est un plaisir de vous avoir ici à Nantes aujourd'hui. Vous êtes le compositeur, l'auteur de plus de 400 musiques de films. Alors vous avez accompagné des générations de 7 à 77 ans. Tout le monde vous connaît. Tout le monde connaît au moins votre musique, peut-être pas votre visage, un petit peu moins. Voilà, on le découvre aujourd'hui. Je suis venu ici pour montrer mon visage. Voilà, qu'on mes sache lunettes. quel visage va avec la musique. Alors c'est des musiques qui sont autant de Madeleine pour beaucoup de monde, puisque ça a accompagné notre vie, comme ces films ont accompagné notre vie. Alors avant d'échanger, je vous propose qu'on redécouvre un petit peu, qu'on se remette en oreille votre univers musical à travers quelques morceaux choisis. Are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Donc voilà, on s'est remis un petit peu en tête tous ces morceaux. Ça fait 50 ans qu'il y a une véritable histoire d'amour entre vous et le public français. Ça vous émeut, ça vous surprend cette longévité? Oui, ça m'émeut beaucoup parce que vous savez, pour un artiste, le rêve c'est de s'inscrire dans la durée. Alors quand on voit des musiques que j'ai écrites il y a 50 ans, d'ailleurs donc une grande partie, je vais jouer au concert de Nantes avec l'orchestre et tout ça et voir qu'elles ont autant d'intérêt pour le public, c'est formidable. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir de voir la Boom. 40 ans après, je vois des jeunes filles de 7 ans qui viennent avec leur maman et leur grand-mère parfois et me disent que c'est leur première slow, le premier amour, le premier baiser, etc. Les filles le voient à la télévision. Il n'y a pas encore un film et une musique qui a remplacé dans le cœur de ces jeunes, de la nouvelle génération, ce film-là. C'est-à-dire que le phénomène français, et on l'a retrouvé en Italie, en Allemagne, en Chine, en Japon, etc., etc., etc. Et puis vous en écrivez encore des musiques de films. Vous nous disiez tout à l'heure, avant qu'on démarre l'enregistrement, que vous étiez là en train de travailler sur 2 musiques de films. Donc l'histoire ne s'arrête pas. Pour l'instant, non, mais elle s'arrêtera forcément. Mais pour l'instant, elle continue. Et puis, je ne fais pas que des musiques de films. J'ai fait un opéra, je fais concerto de violon, concerto de trompette. Enfin, j'écris de la musique tout court, quoi. Mais le cinéma est formidable parce que c'est un moteur qui vous oblige à écrire vite
et pour des dates bien précises, et une musique qui va être écoutée le lendemain par des millions et des millions de gens si le film marche bien. C'est une plus grande caisse de résonance que n'importe quel autre médium, le cinéma. Absolument, absolument. Et puis c'est la caisse de résonance d'aujourd'hui, puisqu'on ne vit pas au temps de Bach qui faisait de la musique pour l'église, donc on vit depuis un siècle dans une époque où c'est le cinéma, la télévision, le disque, tout ça, c'est ça les vecteurs et ceux qui nous commandent et qui nous font faire entendre la musique par les gens, quoi. Donc je suis très heureux de pouvoir faire de la musique de cinéma, mais pas uniquement pour le cinéma. D'ailleurs, votre révélation avec la musique, c'était plutôt avec la musique classique, votre découverte de la musique. Votre premier instrument, c'était le violon. Oui. Vous dites que Absolument. vous avez eu aussi une révélation en entendant Sherazade de Korsakov, Oui, qui a été joué j'ai par dit- l'Orchestre national de Roumanie, avec lequel vous allez jouer Je vais lors de venir cette ici. tournée. C'est une belle Exactement. boucle de l'histoire. Voilà, parce que quand j'étais petit en Roumanie, j'allais dans la plus belle salle de concert de Roumanie, l'Athénée roumain, où j'entendais cet orchestre national qui me faisait découvrir le répertoire de la musique classique. Et puis un jour, j'ai écouté la Sherazade de Rimsky-Korsakov et ça m'a complètement mis en transe, si je peux dire comme ça, parce que contrairement aux musiques allemandes, Bach, Beethoven, Mozart qu'on entendait tout le temps, c'était une musique tellement plus colorée, plus moderne, plus intéressante, que ça m'a donné l'envie d'écrire moi-même de la musique. Et après, bon, vers les 14 ans, j'ai découvert le jazz, les musiques populaires, les chansons et tout ça, et ça m'a dirigé dans une voie tout en suivant ce que j'ai suivi, c'est-à-dire les études classiques et l'enseignement classique. Je suis allé dans une direction différente de mes confrères en touchant au jazz, aux musiques populaires et à la chanson française et américaine. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai découvert l'existence de Philippe Catherine. Alors, je vous en remercie, du jazzman belge avec lequel vous avez travaillé, Oui. qui est aussi Philippe Catherine, qui est un homonyme célèbre, puisque c'est aussi un chanteur chanteur, populaire, qui est voilà. originaire de la région. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un autre Philippe Catherine, grâce à vous aujourd'hui, qui est un guitariste exceptionnel Extraordinaire. de Qui jazz. joue dans beaucoup de musiques que j'ai faites, dans le dîner de con, dans Père Noël est une ordure. Enfin, depuis des années, il est un de mes guitaristes attitrés et il m'accompagne souvent dans des concerts que je donne. Voilà. Alors, comment justement vous en êtes arrivé à la musique de film? Je suis arrivé à la musique de film tout simplement en arrivant en France. J'ai commencé à travailler pour Michel Legrand dans son assistant ou Claude Bolling et eux, c'était des grands compositeurs de musique de film. Donc, je suis entré comme ça par leur intermédiaire dans la musique de film pendant 5, 6, 7, 8 ans. Et puis un jour, Yves Robert, qui voulait engager Legrand pour faire la musique d'Alexandre le Bienheureux, l'a appelé. Legrand devait partir en Amérique, avec moi d'ailleurs, on devait partir tous les deux. Et il lui demande de faire la musique, il dit « je peux pas, je pars en Amérique ». L'autre lui dit « oui, mais il y avait un jeune avec toi qui était intéressant et tout ça ». Il dit « oui, mais le jeune part avec moi aussi ». Alors moi, dès qu'il raccroche, j'ai entendu ça, je dis « mais Michel, est-ce que je voudrais rester pour faire enfin une musique à moi tout seul, et etc. » C'était votre émancipation. Voilà, émancipation. Bon, il n'était pas très content. J'ai dit, mais écoutez, je viendrai dans 2-3 mois vous joindre à Los Angeles, mais au moins j'aurais fait ça. Il me dit, vous voulez vraiment? J'ai dit, oui, je voudrais. Bon, alors il a pris son téléphone, il appelle Yves Robert, il lui dit, Yves, voilà, j'ai un grand cadeau pour toi. As-tu un crayon? Marc, Vladimir Cosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er. Voilà, donc c'est ça qui a été le déclic. Oui, et le début de votre belle carrière. Carrière au cinéma, puisqu'après j'ai fait toutes les musiques de films d'Yves Robert jusqu'à son dernier, c'est-à-dire que j'ai fait Le Grand Blanc avec une chaussure noire, Nous irons tous au paradis, Un éléphant ça trompe énormément, La gloire de mon père, Château de ma mère, etc. etc. Et grâce à lui, après, au succès notamment du Grand Blanc avec une chaussure noire, après, je faisais les films de Gérard Houry, Le Rabbi Jacob, ensuite les films de Francis Weber, Le Jouet, puis après la trilogie La Chèvre,
Les Compères et les Fugitifs, les films de Pascal Thomas, les films de Molinaro, etc. etc. Quand Mais- on fait toute cette liste, c'est assez impressionnant. On se dit, vous avez plus de 24 heures dans une journée par rapport aux autres personnes, parce que pour composer autant de musique. Bah, écoutez, vous savez, c'est rien par rapport à Mozart. Quand vous savez que ces compositeurs, dans leur temps, ils vivaient jusqu'à 30 ans, et vous voyez le catalogue de Mozart, on n'est rien, des rien du tout, quoi. J'ai fait de la musique de film, beaucoup, d'accord, mais lui, il est mort à 30 ans, il a fait 45 symphonies, je ne sais pas combien de dizaines de concertos, il a une œuvre colossale, et pas que lui, Schubert et Mendelssohn Bartholdy, tant de génies qui sont morts très jeunes et ils ont une œuvre considérable. Donc finalement, vous êtes un petit joueur, finalement. Donc j'essaye de suivre péniblement, mais enfin bon. En tout cas, dans la liste que vous venez un petit peu d'esquisser, il y a beaucoup de comédies. C'est vrai que vous avez écrit des musiques pour beaucoup de comédies. À mes débuts notamment. Ouais. Ouais. C'est quoi la bonne recette d'une musique de comédie? Ben, Ce que vous dites, vous ne voulez pas tomber dans le pastiche aussi. Donc quel était votre secret? Ben, moi, mon secret, si secret il y a, mais c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Moi, j'ai décidé de ne pas faire de musique comique pour les comédies. C'est-à-dire, pour moi, la musique comique, ça n'existe pas parce que c'est du pastiche ou de la caricature musicale. Donc, je pensais que c'est intéressant d'avoir un regard décalé avec la musique par rapport à l'action du film. Comique sur comique, ça fait trop après. Oui, et puis même n'importe quoi, la même chose, si vous êtes avec une mandoline sur des gondoles à Venise, bon, ben, c'est pas très inventif, mais si vous êtes avec ces mandolines-là, par exemple dans Diva, le film que j'ai fait, musique pour Jean-Jacques Benex, dans la poursuite Pour lequel dans vous le avez eu un métro, César, ouais. oui, dans la poursuite du métro, il y a une mandoline qui fait cette poursuite-là. Alors c'est très étrange et très insolite. Comme c'est insolite, par exemple, dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, l'apparition de Pierre Richard qui est pris pour un faux espion. Et dans le scénario, on m'a indiqué qu'il fallait faire une musique de style James Bond avec une guitare électrique. Bon, finalement, je me suis dit, un James Bond, c'est pas forcément un espion n'est pas forcément James Bond. Un espion peut venir du froid. Un espion russe ou roumain, ou tout ça, d'où un instrument que je connais bien, la flûte de Pan et le cymbalum qui viennent de là-bas. Et c'est pour ça que j'ai pris ces instruments pour ce film. Seulement, vous voyez, quand on voit Pierre Richard qui paraît à l'aéroport et descend l'escalator avec une flûte de Pan, un cymbalum, c'est complètement insolite, Décalé. décalé. Et ça crée un choc pour moi, est intéressant pour la comédie, puisque vous me demandez le secret. Bon. Voilà, c'est ça. Alors, et en même temps, c'est vrai que ce sont des airs qui restent en tête, quoi. Voilà. Ta, 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 la, 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 la. Ça, Ah, je mais l'ai eu en tête je toute la cherche journée. une chanteuse, moi. Je Ah, veux ça vous engager. Ça reste en tête toute la Ouais. journée. Donc, c'est décalé, mais ça fonctionne, ça reste dans la tête du spectateur. Mais il faut les deux. Il faut la couleur et le thème. Il faut la couleur, le thème, mais le fait de rester dans la tête du spectateur, ça peut avoir deux aspects. Ou ça reste dans la tête du spectateur qui est puni parce qu'il entend une mauvaise musique, ou ça reste et les gens sont contents parce qu'ils aiment. Parce que vous voyez la différence entre la banalité et la chose populaire et simple, elle est grande. Vous voyez, c'est là, ça tient tout, entre la simplicité et le mauvais goût et la banalité. C'est ça la grande différence. Vous savez, je me rappelle qu'une fois, une des premières fois que j'ai travaillé avec Gérard Houry, il ne savait pas s'exprimer ce qu'il voulait comme thème, etc. Et puis il me dit, ben, fais-moi un thème déjà connu, mais surprends-moi avec ce thème déjà. Bon. Donc il voulait un thème déjà connu, mais qui le surprenne quand même. Ouais. Donc c'est ça la clé, quoi. Et est-ce que vous écoutez aussi ce que font les autres compositeurs de films? Est-ce que vous avez un regard sur l'évolution de la musique de film? Parce que c'est vrai qu'avec vous, il y a des films qui sont des musiques qui sont devenues associées à des films. Ça, c'est moins vrai récemment. Enfin, est-ce que vous écoutez encore un peu les autres musiques de films? Souvent, si vous me parlez des films depuis une vingtaine d'années, vous allez remarquer que dans les films américains et français et tout ça, il y a de plus en plus de musique Oui, préexistante. c'est ça. C'est-à-dire que les cinéastes ne veulent plus de musique de film, ils veulent de la musique. Ils préfèrent prendre une valse de Strauss, une symphonie de Brahms, ou Miles Davis à la trompette, ou je ne sais pas quoi. Quelque chose qui a une force artistique. Ils ne veulent pas une illustration
descriptif de leur scène. Et voilà, ça correspond un peu à ce que j'ai toujours pensé sur la musique de film. Alors, un dernier mot, puisque vous allez donc monter sur scène avec cette tournée qui va démarrer en octobre à travers la France et qui va s'arrêter en février 2017 à Nantes. Vous allez diriger un orchestre symphonique, l'orchestre symphonique de Roumanie, justement, des chœurs, des solistes. Ça fait quoi? Ça vous fait quoi de monter sur scène et de diriger tout ce monde-là pour jouer vos mélodies? Ben, écoutez, ça fait beaucoup de plaisir d'abord. Parce que c'est par les temps qui courent, qui sont des temps difficiles pour les musiciens. Je veux dire qu'on vit dans une époque où la technologie a pris le pas sur la musique acoustique et on se trouve de plus en plus dans des studios d'enregistrement avec des ordinateurs, avec des synthétiseurs, avec peu de musiciens. Et tout d'un coup d'avoir 100 et quelques musiciens sur scène en direct qui jouent ça et vivre une vie de musicien, ouais, je ne me sens pas ni en Roumanie, ni en France, ni nulle part. Je me sens dans la musique avec eux. Et ça me fait un grand plaisir. Et en plus, j'ai un contact avec le public qui est une chose aussi exceptionnelle pour moi, puisque je suis un homme d'écriture. Toute ma vie, je l'ai passé derrière une table ou un piano à écrire. Et j'ai vu mes succès ou tout ça en regardant des fiches de la SACEM qui vous donnent des chiffres. C'était des incarnés. Voilà. Mais là, il va y avoir un vrai contact incarné, puis comme ça les gens connaîtront votre visage, voilà. comme on le disait au début. Voilà. Bon, ça, je ne sais pas si ça leur plaira, mais moi, je verrai leur visage, et ça, c'est sûr que ça m'intéresse, parce que souvent, je parle avec eux après les concerts, ils me racontent des trucs sur ma musique qui me font découvrir des choses, et c'est très intéressant. Merci beaucoup, Vladimir Cosma, de nous avoir accordé votre temps, puis à très bientôt à Nantes, alors. Merci à vous, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et revoilà, retour en plateau. Si vous voulez maintenant revisiter 50 ans de cinéma et de musique de film, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets pour aller assister au concert de Vladimir Cosma. Ce sera le 17 février 2017 au Zénith de Nantes Métropole. Les tarifs, c'est entre 45 et 80 €. Plus d'informations sur le site d'O-Spectacle qui assure cette tournée avec Vladimir Cosma. Et puis on l'a dit, 150 musiciens et chanteurs sur scène aussi avec lui. Et tout de suite, j'accueille Lucie de l'association CLCV. On va faire un petit point sur vos droits en matière de transport aérien. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Alors Lucie, vous faites partie de l'association CLCV qui défend les droits des consommateurs. C'est ça. Et là, on s'est dit, il y a quelques jours des vacances et aussi au vu de l'actualité très aéroportuaire, n'est-ce pas? On va parler d'avions et des droits qu'on a en matière de vol, de retard de vol et de bagages. Voilà. On commence d'abord par les vols, ce qu'il peut y avoir, annulation, retard. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les vacances, c'est bonheur. Puis des fois, voilà, on a des petits imprévus. Donc, il faut savoir que si le vol, par exemple, est annulé, donc la compagnie aérienne, de toute façon, doit soit donc, vous rembourser le billet, soit vous remplacer le vol. Voilà. Et vous pouvez en plus demander des indemnités entre 250 et 600 €. Oui. Voilà, c'est selon la distance. D'accord, c'est ça la variable. Voilà. Et alors après, la compagnie peut dire oui, mais c'était pas ma faute, c'est la faute au mauvais temps ou n'importe quoi, non? Alors oui, c'est ça. Donc, vous ne serez pas indemnisé si c'est une cause extraordinaire. Mais voilà, après, il y a par exemple une panne d'avion, ce n'est pas considéré comme une clause extraordinaire. Oui, ça, c'est de leur propre chef. Voilà. Ça, c'est de leur responsabilité. Voilà. Donc, il y a certaines circonstances qui comptent. Et puis aussi le retard, c'est-à-dire qu'une demi-heure de retard, ça compte pas, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de retards. Donc, c'est 2 heures. Minimum, voilà, il faut qu'il y ait 2 heures. Et donc, s'il y a 2 heures de retard, ou voilà, si même le vol est annulé, donc pareil, vous serez indemnisé. Et du coup, pareil, si pareil, vous devez rester sur place et qu'on vous retrouve un vol que le lendemain, la compagnie doit prendre en charge l'hébergement, la nourriture et les frais collatéraux, on va dire. Et vous avez le droit à 2 coups de téléphone aussi. Ah, vous rappelez vos amis, voilà. vos proches. Voilà. Alors tout ça, c'est donc s'il y a d'autres contraintes, c'est-à-dire si on voyage sur une compagnie européenne notamment, c'est surtout ça? Voilà. Tout ce qui, parce que donc chaque compagnie a des clauses spécifiques, des conditions, mais voilà, les indemnités, ce serait que sur une compagnie européenne. Et ça, donc, on porte réclamation auprès de la compagnie pour ces choses-là. Voilà, aussitôt. Aussitôt. C'est pas toujours facile, moi, pour l'avoir vécu. Il faut aller sur leur site internet et trouver le formulaire de... Ouais, voilà. Mais ça marche.
Et vous pouvez demander aussi, en plus donc, de tout ça, des dommages et intérêts, vraiment si vous avez subi un préjudice. Par exemple, si vous êtes coincé et que vous devez prendre un congé payé en plus ou que vous allez faire des acomptes pour une location que vous n'arrivez pas à temps, vous pouvez demander en plus des dommages et intérêts. Voilà, ça c'est important à savoir parce qu'on ne le sait pas forcément. Voilà. Alors concernant les bagages aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive parfois, que le bagage C'est arrive ça. un peu abîmé ou qu'il n'arrive pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc c'est m'arrivé aussi il y a pas longtemps. Chacun a sa petite Voilà, expérience. Donc, si le bagage est détérioré, donc vous avez 7 jours pour demander une indemnité. Donc, pareil, par contre, toujours sous justificatif, donc photo et facture si vous avez. Si le bagage n'arrive pas sur le tapis roulant, donc là, pareil, si vous devez vous racheter des produits de première nécessité, brosse à dents, gel douche, la compagnie va vous rembourser. Et donc, la compagnie a également 21 jours pour vous restituer le bagage. D'accord. Et au bout de ces 21 jours, vous serez pareil indemnisé. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, hélas déjà. Si jamais les bagages sont perdus, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un maximum de remboursement. Hein. Voilà, 1 300 €. C'est ça, le maximum. Sous pareil justificatif. Et s'il n'y a pas de justificatif, c'est 20 € par kilo de bagages enregistré. D'accord. Donc, la morale de tout ça, c'est qu'il faut bien garder ces justificatifs, ces preuves d'achat pour pouvoir avoir un remboursement. Et évidemment. juste voilà, si dans vos bagages vous avez plus, vous estimez qu'il y a plus que 1 300 €, malheureusement vous ne serez pas remboursé Voilà, plus. donc il ne faut pas mettre trop de valeur dans ces bagages, en résumé, Voilà. au cas où. Sauf il y a juste à l'enregistrement, vous pouvez faire ce qu'on appelle un enregistrement spécial d'intérêt, voilà, qui permet de quand on a des choses de d'estimer valeur. votre bien et voilà. C'est ça. Mais Merci beaucoup, Lucie. Il ne nous reste plus que 10 secondes. Alors, on voit tout de suite l'adresse et puis le numéro de téléphone si on a des questions. Et puis, on vous souhaite de bonnes vacances aussi Ben oui, à la vous aussi, CLCV. ouais, bonnes Merci vacances. beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission. À demain.